Épisode 6. La perdition d'Adolf Hitler. Salut tout le monde, bienvenue au 6e épisode du Parti royaliste du Québec. Le sujet d'aujourd'hui, je vous confie que si j'avais un conseiller politique, il m'aurait probablement conseillé de ne pas l'aborder. Mais faute de moyens, j'ai décidé de me laisser aller à mon inspiration. Je vais parler d'Adolf Hitler et de ses principales erreurs de nature politique qui ont mené au désastre qu'on a sûrement déjà tous entendu parler. Ça vient d'où cette inspiration-là pour parler d'Hitler? Eh bien, j'ai lu récemment la traduction anglaise de son livre « Mein Kampf », qu'on traduit généralement en français par « Mon combat ». Hitler a écrit ça à la mi-trentaine et je vous avoue que c'est pas un très bon livre. C'est un livre qui contient beaucoup de propos racistes et haineux. Pourquoi j'ai lu ça? Eh bien, c'est la question que ma mère m'a posée quand elle a vu le livre qui traînait à un moment donné pendant que j'étais en visite chez elle. Il faut dire qu'on avait regardé ensemble pas longtemps avant le documentaire La Bombe, diffusé à Télé-Québec, qui traite de la montée potentielle du radicalisme identitaire au Québec. J'expliquais à ma mère, j'ai dit « Mais Hitler, c'était un nazi. Le mot nazi, c'est l'abréviation du terme national-socialisme en allemand, terme qui était dans le nom de son parti politique. Son idéologie, le régime qu'il a mis en place en Allemagne avec son parti, c'est ce qu'on appelle du fascisme. Le fascisme, ça rassemble 3 aspects. Le populisme, le nationalisme et le totalitarisme. Le populisme, c'est de faire passer la défense des intérêts du peuple avant ceux des intérêts des élites politiques et économiques, ce que certains appellent de nos jours l'establishment. Le nationalisme, en gros, ça renvoie à l'idée de l'existence du concept de nation pour un peuple et de la légitimité de celui-ci à être défendu. Le totalitarisme, c'est lorsqu'un régime politique ne tolère aucune forme d'opposition. Le fait que le fascisme comprenne ces 3 aspects, c'est ce qui fait que si quelqu'un arrive avec une idée politique, en se présentant pour la défense de la nation et des intérêts du peuple, certains vont tenter de l'enfarger en l'accusant d'être animé par des idées fascistes. On n'a pas besoin de reculer très loin dans l'histoire du Québec pour en trouver un exemple. Au début des années 2000, l'ADQ de Mario Dumont fut attaqué de manière soutenue à la fois par le Parti québécois et le Parti libéral du Québec devant la crainte de voir un nouveau parti politique émerger. On répandait dans les médias l'idée que l'ADQ était similaire au Front national, un parti politique français reconnu entre autres pour ses positions controversées et antisémites. Pourtant, je crois que c'est assez facile de comprendre que dans le fascisme, c'est l'aspect totalitaire qui est indésirable. Au niveau du Parti royaliste du Québec, on amène l'idée qu'on a besoin d'un chef d'État pour protéger les intérêts du peuple contre des gouvernements qui pourraient être corrompus et qui serviraient d'autres intérêts que ceux du peuple. Donc oui, le Parti royaliste est populiste. Ensuite, est-ce qu'on croit au concept de nation? Et est-ce qu'on croit que la nation québécoise vaut la peine d'être défendue? Je crois que c'est clair, donc oui, le Parti royaliste est nationaliste. Finalement, est-ce que le Parti royaliste du Québec souhaite instaurer un régime totalitaire? Absolument pas. Le régime politique à instaurer doit être débonnaire. Le terme débonnaire vient de l'expression de bonne ère. Ça veut dire en quelque sorte cool. C'est le contraire d'être cruel. On est un peuple débonnaire, notre régime politique devrait aussi l'être. Les régimes politiques français sont traditionnellement débonnaires. À titre d'exemple, on peut se rapporter à l'ancien régime français, à l'époque où la France était un royaume et d'où beaucoup de nos ancêtres proviennent. L'ancien régime français était tellement débonnaire que c'est ça qui a permis aux Français de la fin du 18e siècle de faire la Révolution. Même si ça peut paraître contradictoire, ce sont les peuples libres qui se révoltent. Tout simplement parce qu'ils ont la possibilité de le faire. Un peuple à l'intérieur duquel les idées n'ont pas la liberté de circuler et où les gens ne sont pas libres de s'associer ne se révoltera jamais. Donc j'ai dit, tu vois, maman, c'est certain qu'à un moment donné, un de mes adversaires va faire ressortir que les fondements de mon parti reposent sur des éléments qui sont aussi dans le fascisme. Et qu'assez rapidement, on va essayer de m'associer à Hitler avec peut-être l'intention de faire peur à du monde. Il faut donc que de mon côté, je comprenne Hitler, et la meilleure façon d'y arriver, c'est de lire son livre. Et c'est donc pour ça que j'ai lu son livre. Bon, je vous ai dit que je parlerais des erreurs d'Adolf Hitler. Je ne me contenterai pas de dire que son erreur a été d'être totalitaire. En fait, je vais vous entretenir sur, selon moi, 2 erreurs particulièrement majeures dans ce que je pourrais appeler sa démarche au sens large.
l'expansionnisme militaire et la question juive. Premièrement, l'expansionnisme militaire. Ce que j'ai compris, c'est qu'Hitler voyait la population allemande augmenter à un tel rythme que selon lui, son pays n'allait pas être en mesure de produire assez de nourriture pour nourrir tout son monde. Il argumente que le meilleur moyen pour éviter la famine, c'est d'aller conquérir des territoires pour être en mesure d'aller y chercher des ressources. Pour lui, plus un empire est grand, plus il est solide. Pourtant, l'histoire nous a montré que la plupart du temps, un empire qui s'étend rapidement par l'action militaire de son leader est destiné à un effondrement rapide. Qu'on prenne le cas des empires d'Alexandre le Grand, de Gengis Khan le Mongol ou de Napoléon Bonaparte, tous des conquérants militaires qui eurent de très grands territoires et dont l'empire n'a pas perduré. À cette liste, on peut ajouter le nom d'Adolf Hitler. La voie la plus éprouvée et la plus durable pour s'assurer de ne pas manquer de ressources débute avec le développement du commerce. Il faut créer des liens commerciaux pour qu'il soit possible d'un côté d'accéder à ce qui nous manque et de l'autre écouler ce qu'on a en trop. Ensuite vient l'industrie. Car dans nos échanges commerciaux, si on a besoin absolument d'une ressource, il peut arriver qu'on arrive perdant au change. Il faut donc constamment être plus efficace à produire ce qu'on fournit aux autres. Et il peut être aussi souhaitable de produire nous-mêmes ce qu'on consomme. Le commerce et l'industrie sont les bases des empires du monde actuel. Il suffit à titre d'exemple de penser aux empires américains et chinois. Bon, voilà ce qui est dit concernant l'expansionnisme militaire. Maintenant, la question juive. Par rapport à ça, il faut que je commence par expliquer quelque chose. Peut-être que vous vous rappelez, au 3e épisode, à un moment donné, j'ai dit pour expliquer ce qui pouvait pousser certaines personnes à concevoir des stratégies libérales, qu'il y avait différentes motivations qui peuvent pousser quelqu'un à se lancer dans une aventure. J'ai dit que je reviendrai sur ce point plus tard. Eh bien, c'est maintenant le moment d'en parler. On peut identifier 3 types de motivations fondamentales qui poussent les gens à se lancer dans une aventure. La quête de victoire et de gloire, la volonté de maîtriser des éléments et l'appétit pour l'accumulation de richesses. Pour illustrer ça, je vais me servir de quelque chose qui est connu de quand même pas mal de monde, les jeux de rôle. Quand on embarque dans un jeu de rôle du genre Donjons et Dragons, que ce soit en jeu vidéo ou en vrai, au début de la partie, il faut créer son personnage et on doit choisir une classe de personnage. Parmi toutes les classes de personnages qui ont pu être imaginées depuis que ce genre de jeu existe, il y a 3 archétypes qui reviennent toujours. Le guerrier, le mage, le voleur. Le guerrier tire sa motivation de sa quête de gloire par la victoire. Il se démarque au niveau de son attitude. Son courage et sa détermination sont ses caractéristiques qui le rendent performant. Les bons rois proviennent normalement de cette classe de personnages. Parce que la notion de gloire sous-entend nécessairement la notion d'honneur, la démarche et l'effet d'armes d'un roi de la classe du guerrier s'appuient donc sur des principes moraux solides, pour lesquels le peuple qu'il représente peut prendre un exemple. Lorsqu'un grand guerrier est en haut de la pyramide politique, les victoires au sens large du terme, qu'il continue d'aller chercher étant donné sa quête continuelle de gloire, sont en même temps des victoires pour la nation dont il porte la couronne. Le mage tire sa motivation de la maîtrise des éléments. Il se démarque au niveau de ses dons ou, si on préfère, de ses talents qu'il exploite. Ses connaissances et son intelligence sont ses caractéristiques qui le rendent performant. Un mage serait probablement capable de faire le travail d'un roi, mais d'une manière générale, ce n'est pas le genre de personne idéale pour faire la job. Un roi doit représenter un peuple, tandis qu'un mage, ça peut être relativement weird. Le guerrier a le potentiel de devenir un bon roi parce que c'est au niveau de son attitude qu'il se démarque. Et dans une certaine mesure, une bonne attitude, c'est quelque chose de quand même accessible à la plupart des citoyens. Un mage exploite un don ou un talent extraordinaire. Il doit composer avec des forces dont la conscience même de l'existence n'est pas à la portée de tous. À cause de sa marginalité qui le caractérise, le mage n'est pas vraiment le représentant idéal d'un peuple. Mais il n'est pas le pire non plus. Le voleur tire sa motivation de son appétit pour les richesses. Il se démarque au niveau de sa morale particulière. La ruse et le calcul sont ses caractéristiques qui le rendent performant. Aucun peuple ne devrait souhaiter avoir un roi voleur, parce qu'un roi voleur ne pourrait pas s'empêcher de travailler pour son profit personnel,
il finirait par faire perdre pas mal plus à son peuple qu'il en gagnerait pour lui-même. Et ce sans regret, car sa morale est particulière. C'est-à-dire, ce que la majorité des gens reconnaissent normalement comme étant bien ou comme étant mal, le voleur voit ça autrement. Il voit ça d'une manière qui est particulière à lui, ou à la guilde à laquelle il appartient. Les voleurs opèrent souvent en guilde, dont les services peuvent être mis à la disposition d'empires avec lesquels les intérêts convergent. Il faut cependant garder à l'esprit que tout est dans tout, et qu'un personnage donné n'est pas 100% dans une classe sans avoir une petite partie des autres. La société est remplie d'aventuriers de classes hybrides. Il y en a qui peuvent s'être considérés dans une classe longtemps, étant donné leur éducation ou le milieu dans lequel ils ont grandi, par exemple, et qu'à un moment donné, ils ont une prise de conscience et se rendent compte qu'ils appartiennent en réalité à une autre classe. Mais chez certaines personnes, il existe des traits dominants qui font qu'assez clairement on peut déduire à quel genre de personnage on a affaire. Afin d'encore mieux illustrer le concept, je vais vous donner un exemple dans chaque classe avec un être humain vivant ou qui a déjà vécu. Et en même temps, je vais répondre à l'affirmation souvent répandue, selon moi, à tort, selon laquelle tout le monde est corruptible et que n'importe qui a un prix. Pour le guerrier, on peut prendre un exemple, un gars comme Sidney Crosby. Oui, ce gars-là a du talent, mais sans son éthique de travail, c'est-à-dire son attitude, on n'aurait peut-être jamais entendu parler de lui aujourd'hui. La gloire a tellement d'importance pour lui qu'en 2017, après avoir subi une commotion cérébrale, il est revenu au jeu rapidement. Il s'est encore cogné la tête pas longtemps après, mais il est demeuré au jeu et a fini par soulever la Coupe Stanley. À ce moment-là, je suis absolument certain que si l'homme le plus riche du monde était arrivé devant lui avec un chèque en blanc en lui disant « Sidney, je te donne autant d'argent que tu veux pour que tu accroches tes patins », Sidney aurait refusé. C'est pas de l'argent ou du repos qu'il voulait, c'était la victoire, c'était soulever la coupe. Pour le mage, on peut prendre un exemple, un gars comme Elon Musk. Étant enfant, Musk comprenait l'électricité et autres phénomènes physiques fondamentaux, en plus de maîtriser la programmation informatique. Il a fondé SpaceX, une entreprise qui fournit des engins spatiaux à la NASA. Il est propriétaire majoritaire de Tesla, une entreprise de voitures électriques hautement performante. Il est en plus impliqué dans les technologies solaires, le creusage de tunnels et un paquet d'autres domaines qualifiés de haute technologie. Elon Musk est devenu multimillionnaire assez jeune. Il aurait pu s'asseoir sur ses millions. Mais ce qui le motive, c'est clairement la maîtrise des éléments. Jamais un montant d'argent sera assez élevé à ses yeux pour lui faire abandonner ses projets. Pour le voleur, je vais prendre un exemple, un homme qui est décédé et qui vivait à une autre époque pour ne pas mettre personne mal à l'aise. Je vais prendre l'exemple de Jay Gould. Gould était un spéculateur financier du 19e siècle à Wall Street. Il était le contemporain des Vanderbilt, JP Morgan, Carnegie, Rockefeller, à l'époque de l'âge doré américain qui a suivi la guerre de sécession. Jay Gould est un peu considéré comme l'archétype des magouilleurs financiers de cette époque, que les Américains nommèrent les Robber Barons, les barons voleurs. Il a même, à un moment donné, réussi à coincer le marché de l'or. L'envergure que prenait ce larcin est quand même fascinante. Pour un gars comme Gould, des richesses, il n'y en a jamais assez. Sa morale lui est particulière. Ce qui est généralement perçu comme étant bien ou comme étant mal, cela ne l'affecte pas comme le commun des mortels. Un gars comme lui est corruptible et peut aussi être corrupteur. Il faut faire attention cependant pour ne pas associer tous les financiers à la classe voleur. Par exemple, selon moi, un gars comme Warren Buffett est plus près du mage que du voleur. Je reviens maintenant à mon sujet principal, Hitler. Hitler avait remarqué quelque chose à son époque. Il avait remarqué qu'il s'écrivait parfois dans les journaux des propos qui servaient plutôt à tromper la masse en fonction d'intérêts précis que d'informer les gens. Il avait remarqué que le gouvernement était corrompu et que souvent il servait plutôt les intérêts d'empires financiers étrangers que ceux de son peuple. Il constatait aussi que des divisions étaient alimentées dans sa nation. Il percevait l'existence de forces qui cherchaient à affaiblir sa nation en vue de la piller. Ce qu'Hitler percevait, c'était les manœuvres de gens qui étaient surtout motivés par l'accumulation de richesses, qui se rassemblaient et s'organisaient pour prendre le contrôle du trésor public et se le partager. Mettre la main sur un butin et le partager avec ses amis, c'est la définition du libéralisme telle qu'elle a été exposée à l'épisode 3. Hitler était témoin d'activités libérales et il avait remarqué que des Juifs étaient parfois liés à ces manœuvres. Et cela l'avait amené à faire une sorte de raisonnement que je peux formuler comme ceci.
On se fait voler par des Juifs, car les Juifs sont une race de voleurs. Puisque le trait voleur est associé à leur race, si on les extermine, l'humanité sera débarrassée de ce trait. Dans le but d'exalter le sentiment nationaliste, un homme politique peut être porté à affirmer que son peuple est bon. Mais aller affirmer que des traits jugés indésirables qui s'appliquent à l'ensemble de l'humanité soient particuliers à des gens de l'extérieur, c'est une erreur fondamentale. Si on prend l'exemple du Québec et de l'histoire du dernier quart de siècle, ça n'a pas été facile. L'État québécois a été victime de toutes sortes d'actes répréhensibles dont on pourra peut-être parler éventuellement. Les individus qui ont commis ces actes, ce n'étaient pas des Chinois, des Arabes ou des Juifs, c'était des Québécois qui avaient comme principale motivation l'accumulation de richesses, qui se sont rassemblés en une organisation qui avait pour but de mettre la main sur le trésor public et se le partager. Le trait de la classe voleur est présent dans notre nation, comme il est présent dans tous les peuples du monde. Pour Hitler, d'associer le trait de la classe voleur aux Juifs et de leur en faire porter l'exclusivité, c'était une grave erreur et ça a été une manière de rendre légitime sa politique d'extermination. Et au bout du compte, ça a donné lieu à toutes sortes de situations atrocement absurdes et indéfendables, comme par exemple dans les camps d'extermination, où des voleurs aryens nazis mettaient à mort des mages juifs en vue de leur prendre leurs richesses. En fait, d'une manière générale, il ne faut pas tuer les personnages de la classe voleur simplement parce qu'ils en font partie. Premièrement, c'est pas de leur faute s'ils sont comme ça, ils sont nés comme ça, il va toujours y en avoir qui vont naître comme ça. Leur présence est en quelque sorte nécessaire à l'évolution des sociétés humaines. Deuxièmement, en donnant à quelqu'un le droit de mettre à mort un voleur, un autre voleur pourra éventuellement reprendre ce droit de mise à mort et le faire tourner à son avantage lorsqu'il en aura besoin pour mettre la main sur une richesse. Un peu comme je viens d'illustrer avec mon exemple du mage juif dans les camps d'extermination. Bref, on ne devrait pas s'entretuer parce que nos motivations ne sont pas les mêmes. Et c'est là-dessus que se termine cette capsule. Dans le prochain épisode, je vais vous présenter ma vision très personnelle de ce que je considère comme étant la souche québécoise. En attendant, je vous invite à visiter le site internet du parti au www.partiroyaliste.québec. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube Royaliste et vous pouvez aussi me suivre sur Twitter à Samuel J. Giguère. Puis parce qu'on est rendu là dans notre histoire, si on veut, on va l'avoir notre royaume. Salut!